On va peut-être commencer, on va commencer par se présenter. Je suis Antoine Genoudet, je suis le fondateur de Promis, qui est un courtier en assurance spécialisé sur les avocats, sur les problématiques de protection sociale. Je remplace Olivier de Lugini, qui est quelqu'un qui travaille chez Promis, enfin un des dirigeants de Promis, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, et donc je le remplace. Mais c'est des sujets qu'on connaît très bien. Et donc, on anime ce webinaire avec Séverine, que je vais peut-être laisser se présenter. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc Séverine Risser, je suis avocate. Aujourd'hui, j'interviens pour le compte de l'UJA, l'Union des jeunes avocats avec Promis. Moi, je suis donc membre de la commission permanente de l'UJA, co-responsable de la commission égalité, et donc on intervient beaucoup sur les questions de parentalité pour les jeunes avocats. Donc, on va co-animer ce webinaire. On va se donner à peu près 45 minutes pour faire un tour d'horizon des dispositifs de parentalité pour les avocats. Donc, parentalité, ça englobe à la fois la maternité, les droits qui sont liés au conjoint de la personne qui a un bébé, plus l'adoption. Voilà, donc un peu toutes les formes de parentalité. À la fois, vous proposez un panorama des droits, des durées, des montants dont vous pouvez disposer, parce que comme vous le verrez, en fait, il y a un millefeuille de droits entre ce que vous avez par la Sécu, ce que vous avez par votre barreau, ce que vous pouvez avoir éventuellement par vos prévoyances privées, ce que vous pouvez. Donc, on va essayer un petit peu de segmenter tout ça. Et puis, on conclura par 3 personas qui vous permettront peut-être de projeter 3 cas précis de parentalité, d'avoir des montants là-dessus. Et on va garder une part importante de notre temps ensemble pour répondre à vos questions. Donc, vous avez un endroit où vous pouvez poser vos questions. Idéalement, posez-les par écrit. Il y a quelqu'un qui est en face de moi, qui s'appelle Marie, et qui va progressivement relever toutes ces questions. Et donc, elles ne seront pas oubliées, elles seront traitées à la fin. N'hésitez pas à faire ça. Donc, comme je vous le disais, on va un peu segmenter dans un premier temps. On va voir les différents types de parentalité et les démarches que vous devez effectuer pour activer vos droits. Après, les durées des différents congés, parce qu'ils sont différents en fonction des types de parentalité, et le maintien de revenus des différents acteurs qui vous permettent de maintenir vos revenus. Je laisse la parole à Séverine qui va commencer. Merci Antoine. Oui, donc pour commencer, on a indiqué les chiffres qui nous apparaissent importants en matière de parentalité, qui viennent notamment, donc il y a une enquête du Défenseur des droits qui avait été faite en 2018 en partenariat avec la FNUJA, donc la Fédération nationale des UJA, et aussi des sources qui nous viennent de l'Observatoire de la protection sociale des avocats. Et de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Donc, on constate que sur les années qui viennent de s'écouler, on est sur 2018-2020, près de la moitié des discriminations qu'on constate sont liées à des situations de maternité. Par ailleurs, s'agissant de la protection sociale, on voit qu'il y a une minorité d'avocats qui ont souscrit un contrat de prévoyance complémentaire, donc qui s'ajoute, on le verra, à la protection sociale qui est proposée à la fois par les ordres et puis la protection sociale également de l'assurance maladie. Par ailleurs, on constate en pratique qu'il y a une méconnaissance des règles qui sont applicables en matière de parentalité et de régime de la protection sociale. Donc, c'est-à-dire savoir déjà ce qui s'applique, quels sont les droits des avocats et des avocates qui sont concernés, et ensuite comment ils sont couverts. Donc, c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. L'idée étant qu'on vous indique à la fois quels sont vos droits, ce que je viens de dire, et puis ensuite par l'étude de cas concrets, qu'est-ce que ça donne en pratique, que vous ayez une bonne vision de ce que ça donne en pratique. Donc, on va commencer par les démarches qui sont à effectuer. Elles sont assez similaires en fait, quelle que soit la situation. Alors, à la fois grossesse, parentalité ou adoption, mais aussi à la base qu'on soit sous le statut collaborateur, associé ou installé, il y a des démarches nécessaires à faire qui sont des démarches déclaratives.
La première, c'est d'envoyer une déclaration à l'assurance maladie, donc à la CPAM je trouve plus le terme, mais la CPAM de son lieu de résidence, et à la CAF. Cette démarche, elle doit être faite dans le premier trimestre de la grossesse, donc avant les 3 mois, et elle doit être accompagnée d'une déclaration de grossesse, donc d'un papier qui est transmis par le médecin qui vous suit. Peu importe, ça peut être gynécologue, ça peut être médecin généraliste, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce papier-là qui doit être adressé aux organismes, à la CPAM et à la CAF. Ça permet, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça permet à ces organismes-là de vous considérer comme étant dans un état de grossesse et donc d'avoir une prise en charge financière de tous les frais qui sont liés à la grossesse. Et ensuite, ça vous permettra de solliciter les différentes prises en charge financières au niveau des indemnités journalières et des primes qui sont versées. Par ailleurs, donc, il y a 2 régimes, c'est ce qu'on disait en introduction. Il y a le régime de l'assurance maladie et le régime prise en charge par les ordres. Donc, il faut aussi informer votre ordre, l'ordre auquel vous êtes inscrite de votre situation de grossesse, parentalité, adoption. Au sein du barreau de Paris, on l'a noté, le courtier qui est en charge de la prévoyance, c'est Aon. Donc, ces coordonnées figurent sur le site de l'ordre. Et donc, c'est un email. Enfin, en général, c'est un email, d'ailleurs, quel que soit l'ordre, c'est un email. Il ne faut pas hésiter, si vous avez une question sur qui est-ce que je dois informer au sein de l'ordre, est-ce que c'est le courtier, la prévoyance, le service social, il ne faut pas hésiter justement à contacter les ordres et à leur demander. Ici, on n'a pas d'obligation de délai qui soit aussi clair que dans le cas de la CPAM. Néanmoins, il est conseillé de déclarer également la grossesse ou la grossesse en tout cas dans le premier trimestre et en tout état de cause avant la date prévue de début du congé maternité. Et pour la parentalité et l'adoption, l'idée c'est d'annoncer, de le déclarer assez en amont assez en amont pour être informé en fait. Ce qui se passe, c'est quand vous l'informez quand vous déclarez la future parentalité à l'ordre, vous allez avoir toute une série d'informations qui vont vous permettre d'effectuer ensuite les démarches. Donc c'est plus aisé, c'est plus simple à mettre en œuvre si on le fait, si la déclaration a lieu plus tôt, quoi. Voilà. Le dernier point dans ces déclarations qui arrivent en début d'état de grossesse ou quand on apprend sa future parentalité ou l'adoption d'un enfant, c'est l'information du cabinet. Donc, l'information du cabinet, elle est traitée en termes de réglementation davantage d'un point de vue du collaborateur, parce que quand on est installé, on n'a personne à informer, et quand on est associé, les règles sont moins strictes. Donc là, on est plus dans un cas de discussion avec ses associés. Quand on est collaborateur ou collaboratrice, il y a plusieurs règles. L'idée, c'est que par courtoisie, l'idée, c'est d'informer le cabinet, pas au dernier moment, de sorte à ce qu'il puisse y avoir une organisation qui se met en place en amont pendant la durée de suspension du contrat dans le cadre de la parentalité. Néanmoins, c'est ce qui est considéré au sein de l'UJA, c'est qu'il faut aussi être à l'aise avec le fait d'annoncer sa parentalité et qu'il n'y a absolument aucune obligation de le faire au cours du premier trimestre, par exemple. S'agissant donc hors congé maternité, le congé parentalité à venir et le congé pour adoption doivent être annoncés 1 mois maximum, au plus tard, avant la date prévue de congé, de suspension du contrat pour congé. Donc justement, on parle des congés. La grande question, c'est évidemment la durée des congés. Alors la durée des congés, elle dépend de est-ce qu'on est dans le cas d'un congé maternité, un congé parentalité ou un congé adoption. Il y a eu pas mal de réformes ces dernières années. Donc, il y a eu 2020, 2021, la dernière qui vient d'être adoptée au CMB. Aujourd'hui, la durée totale du congé maternité, on parle de durée maximale. Donc, la durée totale du congé maternité, c'est 16 semaines. Donc, on vous a présenté un tableau qui récapitule toutes les durées en fonction de votre situation.
On a ce qu'on appelle un congé prénatal, donc qui est la période avant la naissance, et un congé postnatal, la période après la naissance. Sur le congé prénatal, on est sur une durée de 6 semaines et 10 semaines après la naissance. Donc ça, c'est le cas de figure où on attend son premier enfant ou son deuxième enfant. Donc on a noté dans le tableau, j'ai déjà un premier enfant à charge, donc ça veut dire que vous avez déjà un enfant au sein du foyer, qui n'est pas nécessairement le vôtre, mais voilà, on est dans ce cas de figure-là. 3 hypothèses particulières. Vous attendez des jumeaux, auquel cas la durée totale du congé maternité passe à 34 semaines, 12 semaines en prénatal, 22 semaines en postnatal. Vous attendez des triplés ou plus, la durée totale passe à 46 semaines, 24 semaines en prénatal, 22 semaines en postnatal. Et enfin, vous attendez un enfant qui va porter le nombre d'enfants au sein du foyer à au moins 3. Là, dans ce cas, la durée totale du congé, c'est 26 semaines, 8 semaines en prénatal, 18 semaines en postnatal. Donc, je vous ai dit que ces durées-là étaient des durées maximales. Ce sont des durées maximales qui sont applicables à l'ensemble des collaboratrices, puisqu'elles sont indiquées telles quelles dans le RIN et ensuite les règlements intérieurs des barreaux, donc les règlements locaux. Il est possible de prendre des durées inférieures, mais en tout état de cause, il faut un minimum pour être indemnisé. Donc, le minimum, ce sera 8 semaines. En dessous de 8 semaines, il n'y aura aucune indemnisation, puisque, en fait, le congé, il est traité, s'agissant de la collaboration, il est traité dans le RIN, RIVP d'un point de vue protection, d'un point de vue droit, et par la CPAM, il est traité, par l'assurance maladie, il est traité d'un point de vue indemnisation. Alors, je vous ai donné des durées postnatales minimum, donc c'est 6 semaines en principe. Il est possible, il y a eu pas mal de confusion sur ce sujet, il est possible de réduire, c'est une durée légale, cette durée de congé prénatal à 3 semaines. Il y a beaucoup de questions des collaboratrices à ce sujet parce que effectivement le RIN indique qu'on peut avoir une durée de congé prénatal de 3 semaines et la réglementation en matière de sécurité sociale de 6 semaines. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est OK de décaler son congé prénatal, enfin de réduire son congé prénatal à 3 semaines. Les 3 semaines sont décalées en postnatal, ça vous permet de bénéficier ça vous permet de bénéficier de 3 semaines en plus. C'est faisable sous réserve d'un avis médical. Voilà. Donc, il faut transmettre l'avis médical à l'assurance maladie et à l'ordre des avocats dont vous dépendez. Par ailleurs, on peut raccourcir son congé et maternité, donc je vous l'ai dit. Le déclencheur des indemnités par les organismes, par l'assurance maladie, c'est donc une durée de 8 semaines. En dessous, pas d'indemnité journalière versée. Peut s'ajouter à ces durées de congé maternité un congé pathologique d'une durée de 30 jours, donc qui est réparti soit totalement avant l'accouchement, soit totalement après, soit 15 jours avant, 15 jours après. Et ça, c'est en fonction de l'état de santé de la mère, de la future mère, puis de la mère. Et c'est toujours sur avis médical. Le congé parentalité, et lui, donc ça c'est un grand changement parce qu'au sein du barreau de Paris, il était déjà d'une durée de 4 semaines. Mais maintenant, c'est une réforme qui a été adoptée par le CNB et qui figure dans le règlement intérieur, dans le RIN. Le congé parentalité est maintenant pour tous et toutes, donc le père ou le conjoint, la conjointe de la femme enceinte, d'une durée de 4 semaines pour l'arrivée d'un enfant ou de 5 semaines en cas de naissance multiple. Donc, ce congé est à prendre dans les 6 mois de la naissance de l'enfant et il peut être fractionné. Ça aussi, ça a été modifié. Donc, les contrats types ont été mis à jour, la réglementation a été mise à jour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas obligé de le fractionner. C'est important parce que, voilà, on le fractionne ou pas. Si on veut le fractionner, il est nécessaire de prendre 1 semaine après la naissance de l'enfant, puis ensuite 3 semaines soit ensemble, soit séparés 3 fois 1 semaine. Voilà. Et par ailleurs, on informe le cabinet au moins 1 mois avant la date présumée. J'insiste sur le présumé parce que bien évidemment, cette date peut changer, mais en tout cas, au moins 1 mois avant la date présumée de l'accouchement, du coup, de naissance de l'enfant, puisque c'est à compter de la naissance de l'enfant que le congé sera pris.
Si vous adoptez, le congé, donc il était de 10 semaines jusqu'à récemment, il est maintenant passé à 12 semaines. Après, c'est pareil, hein, c'est la même idée que le congé maternité, c'est-à-dire que il est augmenté. S'il y a une adoption de plus d'un enfant, donc de 2 enfants, il est de 25 semaines et 3 jours. Si on a une adoption de 3 enfants ou plus, il est c'est 36 semaines, il me semble, et 3 jours. Et il va être de 19 semaines et 3 jours si on a au moins 2 enfants à charge. La période de suspension, elle débute à l'arrivée au foyer de l'enfant. Donc ça a été aussi modifié parce qu'avant, elle pouvait être reportée. Donc ça, il faut bien l'entendre. On ne parle plus ici de fractionnement. Et par ailleurs, nouveauté qui a été inclue dans la réglementation, le congé peut être partagé entre les 2 parents. S'il est partagé, la durée elle est augmentée pour que l'autre parent, le parent qui prend le congé, ait un congé minimal de 25 jours et 32 pour les adoptions multiples. Donc là, en termes d'information, si vous êtes collaborateur ou collaboratrice du cabinet, c'est pareil, on est sur le même sujet que le congé parentalité. Il faut prévenir le cabinet 1 mois avant la date d'arrivée de l'enfant. Voilà. Je vais passer la parole à Antoine. Juste avant, je voulais préciser 2 sujets qui sont liés au statut de collaborateur et collaboratrice. Le premier, c'est le maintien de la rétrocession habituelle. Donc, c'est un sujet évidemment essentiel et qui résulte du RIN et qui est intégré dans les règlements locaux. Donc, pendant toute la durée du congé, quel qu'il soit, maternité, parentalité, adoption, on a un maintien de la rétrocession habituelle. La rétrocession habituelle, ce qu'on appelle rétrocession habituelle, celle qui est versée habituellement. Alors évidemment, quand je le dis comme ça, c'est logique, mais ça veut dire que ça inclut potentiellement le variable qui a été versé sur les 12 mois précédant le début du congé. De cette rétrocession habituelle seront ensuite déduits les indemnités journalières perçues par le collaborateur ou la collaboratrice qu'il devra reverser au cabinet, mais une fois qu'elles auront été effectivement versées. C'est-à-dire que la prévoyance du barreau où vous êtes inscrit et l'assurance maladie vous versera des indemnités journalières et celles-ci, quand elles auront été versées, seront rétrocédées au cabinet uniquement. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité de suspendre le paiement de la rétrocession habituelle par le cabinet pendant la durée de suspension du contrat pour parentalité. Premier point que je voulais aborder. Deuxième point, c'est une période de protection. Période de protection qui est liée au fait d'être... qui est liée à la parentalité. À votre retour au cabinet à l'issue du congé, le cabinet ne peut mettre fin au contrat pendant une durée de 8 semaines. Voilà. Et ça s'applique aussi quel que soit le congé, maternité, parentalité et adoption. Et Antoine, je te donne la main sur Garantie. Donc effectivement, comme vient de dire Séverine, en tant que collaborateur, vous avez un maintien de votre rétrocession pendant tout ce congé. Vous allez cependant percevoir un certain nombre de sommes, à la fois de la CPAM, donc de la Sécu, et de votre ordre par le truchement d'E.ON, qui est le courtier qui gère ces droits-là. Alors, on va commencer par le congé maternité. En fait, vous touchez 2 types de sommes. Certaines qui sont indexées sur le nombre de jours de votre congé de maternité. Donc, en l'occurrence, 56,35 € par jour. Donc là, de la CPAM. Plus, effectivement, ce qu'on appelle une allocation forfaitaire de repos maternel qui est versée en 2 fois. 2 fois 1 714 € qui vous sont versés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce que vient d'expliquer Séverine pour les collaboratrices, en l'occurrence, qui ont un bébé, c'est que seront restitués au cabinet les 56,35 € en contrepartie de quoi votre rétro est maintenu. Pour autant, les allocations forfaitaires vous sont acquises, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui viendront en moins de ce que vous devrez compenser à votre cabinet. Donc ça, c'est pour le congé maternité. Pour le congé parentalité, donc 56,35 € également par jour pendant une durée plus courte, on l'a vu, mais toujours indexé sur le nombre de jours de ce congé. Et pour le congé adoption, à nouveau 56,35 € par jour, plus une allocation forfaitaire de repos maternel
qui, pour le coup, n'est que d'une fois 1 714 €. Pour ce qui est du barreau de Paris, donc les garanties qui sont versées par Aeon, alors après, on pourrait répondre peut-être en dehors de ce webinaire, parce qu'il y a un dispositif qui est légèrement différent, qui s'appelle Chance Parentalité pour les autres barreaux qui souscrivent non pas à un régime spécifique, mais au régime LPA national. Donc, c'est d'autres montants. Les mécanismes sont les mêmes, mais ce sont d'autres montants. Donc, pour le barreau de Paris, pour ce qui est du congé maternité, donc, il y a un dispositif qui s'appelle Chance Maternité, qui vous permet de percevoir 38 € par jour en plus des montants qu'on vient de voir précédemment, plus une allocation maternité de 1 464 et une allocation d'aide maternité de 1 768. C'est toujours pareil, en fait, les allocations forfaitaires vous sont acquises et les allocations journalières viendront en moins de votre maintien de rétrocession. Pour le congé parentalité, 25 € par jour pendant votre congé parental, en plus de, toujours pareil, de ce qui vient de la Sécu. Et pour le congé adoption, 38 € par jour et une allocation d'aide maternité de 1 768 €. Alors maintenant, on va vous proposer juste 3 petites simulations pour illustrer ce qu'on vient de voir. La première simulation, donc Manon qui est avocate, 30 ans, qui est mariée, ça n'a pas d'impact d'ailleurs, qui est enceinte de son premier enfant et qui est collaboratrice avec une rétro assez importante, puisqu'elle a une rétro de 100 000 € hors taxes par an. Donc la durée légale de son congé de maternité est donc de 16 semaines, puisque c'est son premier enfant. Elle perçoit donc effectivement pendant son congé maternité des indemnités journalières donc de 56,35 € plus 38 € qui lui vient du barreau. En contrepartie de quoi, enfin pas en contrepartie de quoi, mais en parallèle de cela, pendant les 16 semaines de son congé maternité, Manon a le maintien de sa rétrocession d'honoraires par son cabinet. Et donc, après, il y aura un système de compensation financière entre Manon et son cabinet pour les indemnités qu'elle a perçues à la fois de la Sécu et d'E.ON. En parallèle de cela, elle touche un certain nombre de forfaits indemnitaires liés à sa grossesse et à son accouchement. Donc, de la Sécu, 2 fois 1 714 et du barreau, 1 464 et 1 768, ces sommes-là lui étant acquises. Je ne sais pas si Séverine, si tu souhaites rajouter quoi que ce soit, bien entendu, tu prends la parole. Deuxième cas, donc Olivier, 33 ans, qui va avoir son deuxième enfant dans 7 mois et qui est également collaborateur. Donc lui, il va bénéficier du congé de parentalité, du congé de paternité, et qui va donc percevoir des indemnités journalières à la fois de la Sécu et d'E.ON pendant 4 semaines. Donc 56,35 € de la Sécu et 25 € par jour d'E.ON. Voilà. Et troisième cas, donc un cas d'adoption. Donc, comme vous l'avez noté, c'est les dispositifs qui sont extrêmement proches, mais les durées ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en cas d'adoption, juste pour reprendre ce que Séverine avait présenté, les durées sont un petit peu plus courtes puisque ça ne tient pas compte de tout ce qui se passe en prénatal. Et le congé peut être plus équitablement réparti entre les deux parents. Donc, dans ce cas-là, sans rentrer dans cette problématique-là, pour une adoption, donc c'est 12 semaines et non pas 16 semaines, et des indemnités qui sont versées de la Sécu, également de E.ON, enfin, par le barreau de Paris, et avec des forfaits qui sont à peu près 2 fois moindres, mais des forfaits naissance de 1 714 et 1 768 €. Voilà un peu 3 illustrations de parentalité. Ce qu'on vous propose, alors vous avez posé beaucoup de questions, ce qui est très très bien. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. On peut peut-être progressivement reprendre ça. La présentation qu'on vient de vous faire vous sera adressée par email. Vous aurez aussi un replay de ça, si plutôt que de la lire, vous souhaitez nous réécouter. Et donc, de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de prendre beaucoup de notes, parce qu'on va vous adresser tout ça. Mais on va peut-être répondre à vos questions. Alors, c'était quoi quand
l'allocation forfaitaire n'a pas à être reversée au cabinet. Oui, effectivement, les allocations forfaitaires sont acquises à l'avocat. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu, via SOS collaborateur ou autre, des cas où ce n'était pas aussi clair que ça pour les cabinets, mais en tout cas, d'un point de vue réglementaire, ça semble très clair. Séverine, tu confirmes? Oui, je confirme que d'un point de vue réglementaire, c'est très clair. Et je confirme aussi que la compréhension n'est pas toujours très claire du côté des cabinets. Mais en tout cas, il n'y a absolument aucun sujet d'un point de vue juridique. Voilà. D'autres questions alors, attends. IJ uniquement pour les jours travaillés. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors, je pense que, Antoine, dis-moi, je pense que la question, c'est est-ce que les IJ sont versés sur les 5 jours calendaires et qu'on exclut le week-end ou pas? Non. Ouais. C'est par jour de congé, donc c'est x7. Hein, tous les montants sont x7. Donc, si c'est ça, c'est x7. Pour un congé paternité, un associé du cabinet prend son congé dès la naissance pour les 4 semaines. Quelle somme touche-t-il? Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, il y a trois dispositifs qui se stratifient, en fait. Il y a le dispositif de la Sécu, il y a le dispositif de chance maternité, chance parentalité, enfin, de l'ordre. Et puis après, il y a des dispositions qui relèvent du RIN et du RIBP qui encadrent le maintien de la rétro pour les collaborateurs. Donc, un associé ou un indépendant, d'ailleurs, ne bénéficie que des deux premiers éléments, c'est-à-dire qu'il va toucher, donc que ce soit un associé homme ou femme, hein, mais donc il va toucher, suivant que ce soit un congé maternité ou parentalité, les indemnités journalières de la Sécu, les indemnités journalières de l'ordre, mais il n'aura pas en plus un quelconque maintien de rétro. À ma connaissance, je n'ai pas vu, mais il y a peut-être des cabinets au sein desquels, dans les pactes d'associés, dans les règles qui régissent la vie des associés, il peut y avoir un maintien quelconque de chiffre d'affaires ou de revenus entre associés. C'est tout à fait possible. Je pense que ça relève complètement des accords qu'il peut y avoir entre les associés au sein des cabinets. Mais en tout cas, il y a absolument, enfin, ça reste toujours des dispositions totalement internes au cabinet et il n'y a pas d'autres dispositions au niveau barreau ou des règlements nationaux ou choses comme ça. Je ne sais pas, Séverine, moi je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si ça existe. Tu l'as déjà vu? Si, je l'ai vu, ouais. Il m'est arrivé de le voir. En fait, c'est prévu à la base dans les statuts. Et après, en général, c'est rattrapé. Ce qui est prévu, c'est que c'est rattrapé en fin d'année. Enfin, il y a un calcul qui est à nouveau fait, qui tient compte de l'inactivité pendant quelques mois, quoi. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Voilà. Je vois mais aussi je pense que ce n'est pas la pour la majorité des maladie. cas. On le voit pour la maladie ou le décès des associés. Enfin, ça rentre un peu dans les cadres de protection un peu mutualisée des associés entre eux, mais en tout cas, c'est vraiment propre à chaque cabinet. En cas de grossesse gémellaire, le montant des indemnités journalières change-t-il? Non, c'est juste la durée qui est impactée, la durée du congé. Bonjour, peut-on cumuler congé mat et congé pat de naissance à 3 semaines de différence à venir avec ma conjointe? Je ne suis pas sûr de comprendre le cas de figure. De naissance à 3 semaines de différence à venir avec ma conjointe. Je pense qu'effectivement, c'est un congé qui s'applique par enfant. Donc, oui, je vois. Oui, si vous souhaitez préciser votre question, moi, je ne la comprends pas trop. Je ne sais pas si Séverine, tu la comprends mieux que moi. Alors, moi, je comprends éventuellement, mais je ne suis pas sûre. Mais que c'est deux naissances de deux conjointes, et du coup, qu'il y aurait deux congés, qu'il y aurait un congé parentalité et un congé maternité qui se cumulerait, qui serait à la suite. Il n'y a pas de problème. Si c'est ce que je comprends est juste, il n'y a pas de problème à les cumuler. Par contre, à partir du moment où il y a une naissance, on entre nécessairement dans un congé maternité. Voilà. Alors, il y a une personne aussi qui demande les coordonnées d'E.ON. Dans ces cas-là, on les rajoutera peut-être en dernière. Là, pour en savoir plus, on remettra les coordonnées. Il y a un numéro de téléphone, il y a un mail, il y a tout ça. C'est relativement efficace. Si jamais ils ne répondent pas, vous rappelez ou vous écrivez. Mais donc, E.ON, c'est le nom. C'est le courtier qui gère le dispositif de prévoyance propre au barreau de Paris. D'accord? Donc, à la fois pour les arrêts de travail, pour le décès, pour l'invalidité partielle et pour la parentalité. Alors, un élément en plus de ça, donc il y a ces dispositifs dont on a parlé.
Après, il y a tout ce qui peut se passer comme arrêt de travail complémentaire au-delà même du congé pathologique ou choses comme ça. Il y avait une question d'ailleurs sur est-ce que le congé pathologique rentre dans le cadre du maintien de rétro pendant 60 jours pour les collaborateurs. Comme vous le savez peut-être, alors ça dépasse la parentalité, mais il y a une autre disposition du RIN qui encadre le fait que les collaborateurs ont un maintien de rétro pendant les 60 jours par an pour des arrêts de travail. Le congé pathologique en étant un des éléments, ça peut être tout à fait autre chose. Donc oui, pendant le congé pathologique, il y a également un maintien de la rétrocession du fait de cette disposition-là. Voilà. Pour autant, si jamais vous êtes indépendant ou que ça venait à dépasser 60 jours parce que pour X ou Y raison, vous avez déjà été malade ou choses comme ça, après, vous avez vos contrats privés de prévoyance qui, quand on est collaborateur, sont des choses qui sont assez peu chères parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'ores et déjà encadrées par le RIN, mais qui viennent prendre le relais et viennent maintenir vos revenus, la prise en charge de vos frais professionnels, etc. Ça, c'est notre métier. La collaboratrice a-t-elle droit à un congé parental après son congé maternité? Non, non. Alors non, il y a absolument pas de dispositif de congé parental en profession libérale, et y compris prévu par la réglementation pour les collaborateurs et collaboratrices. Donc, il arrive néanmoins que qu'un congé parental fasse suite à un congé maternité. Donc, c'est un congé sans solde, en fait. Mais ça, c'est un accord qui est trouvé entre le cabinet et la collaboratrice concernée. D'accord. Bonjour, les allocations doivent être reversées au cabinet même si on est co-associé. Alors, je ne sais pas ce que veut dire co-associé. Le principe étant que les allocations, donc les indemnités journalières, vous sont acquises, sauf si par ailleurs, comme en qualité de collaborateur, vous bénéficiez d'un maintien de votre rétro, et auquel cas votre congé maternité ou paternité ou parentalité ne doit pas vous enrichir d'une certaine façon, donc vous le rendez au cabinet puisqu'il a par ailleurs maintenu votre rétro, c'est le principe général. Donc si vous êtes associé et que donc personne ne maintient votre rétro, bah, en fait, ils vous sont acquis. Si par ailleurs votre cabinet a maintenu votre rétro, bah, vous lui restituez ses indemnités journalières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toutes les parties journalières, en revanche, toutes les sommes forfaitaires vous sont acquises. Vous ne les rendez pas. Bonjour, quel pourcentage de charges doit-on mettre de côté concernant les indemnités et les allocations perçues? Le cas d'une avocate installée à son compte, donc indépendante. Quel pourcentage de charges? Alors, vos charges sociales ne dépendent pas à proprement parler du sujet de la parentalité. Il est possible de simuler, donc si vous le souhaitez, parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend aussi des cotisations retraite pour lesquelles vous avez souscrit. Est-ce que vous vous êtes mis, vous savez, C1, c'est machin truc. Donc en fait, l'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 35%, mais après, suivant que vous soyez micro-BNC, que vous cotisiez comme ci ou comme ça à la retraite, ces taux-là peuvent évoluer. Donc, l'idéal est plutôt de faire une simulation. Si vous souhaitez que ce soit fin, c'est plutôt de faire une simulation sur votre cas personnel, puisqu'il peut y avoir des différences assez significatives selon votre mode d'exercice. Mais 35%, c'est un chiffre qui résonne à peu près comme une moyenne. Et par ailleurs, effectivement, hors simulation, ce n'est pas possible de répondre. En revanche, sur les indemnités journalières qui vont être versées par l'assurance maladie, elles seront versées, la CSG-CRDS est déjà prélevée. Donc ça, vous n'aurez pas à le repayer ensuite. Il n'y aura plus que de l'IR dessus, de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc ça peut être pas mal de le savoir effectivement aussi. Alors pour la CSG-CRDS, oui. Alors maintenant, fiscalement, donc effectivement, ça reste quelque chose de fiscalisé, puisque ça viendra dans votre BNC. Alors donc vous le déclarez en 2035. Enfin, ce sont des IJ,
ça rentre dans le cadre de votre BNC, donc vous continuez effectivement à cotiser pour votre retraite, etc. dessus. En cas effectivement de collaboration où vous en re-restituez une partie, bah, vous le mettrez dans votre BNC. J'imagine que comptablement, en fait, vous constatez tout et puis après, vous constatez la charge qui consiste à… alors, je ne sais pas comment on dit quand on rétrocède la rétrocession, quand on rétrocède. Donc, vous soustrayez la rétrocession. Bonjour, les indemnités journalières n'étant pas suffisantes pour compenser la totalité de la rétrocession, existe-t-il des aides et des assurances pour compenser le delta pour le cabinet? Le delta pour le cabinet. Alors, encore une fois, hein, deux choses l'une. En fait, le collaborateur, lui, normalement, n'a pas d'impact sur son revenu du fait de sa parentalité. L'indépendant ou l'associé, lui, a un impact, puisque de l'ordre de 85 € par jour, c'est souvent insuffisant pour compenser la perte de revenus. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'assurance, puisque la maternité n'est pas une maladie, et donc il n'y a pas d'aléa en tant que tel. Donc, on ne peut pas assurer, en fait, le fait d'avoir un bébé et de s'arrêter un certain nombre de semaines. Ce n'est pas des choses qui s'assurent. La seule façon de l'assurer, c'est de le prévoir. Et c'est en amont de sa parentalité, quand on est d'ores et déjà indépendant, d'épargner en fait et de prévoir le coût. Parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on peut avoir une chute de revenus assez significative pendant le congé maternité. Le congé pathologique doit-il être déduit des 2 mois d'arrêt maladie pris en charge par an? Ben, ça, on en a parlé. Oui, c'est un arrêt maladie. Enfin, non, pardon, ce n'est pas un arrêt maladie, c'est un arrêt de congé pathologique, mais c'est un arrêt de travail. Le père, également avocat libéral, doit-il faire une déclaration spécifique auprès de la CPAM? Oui. Oui, tout à fait. Le père doit faire une déclaration spécifique. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez, je ne sais plus quel est le nom exact, mais c'est comment ça s'appelle, le carnet de… Oui, là, c'est ça, c'est le carnet de maternité de la chef d'entreprise. Vous pouvez trouver ça facilement, puis on pourra vous mettre le lien pour en savoir plus, hein, le nom exact, l'intitulé exact de ce carnet. Et en fait, ce carnet permet à chaque étape, et il est plutôt expliqué pédagogiquement, je trouve, permet à chaque étape de savoir quel papier on doit envoyer à l'assurance maladie. Et dans ce carnet, il y a également la déclaration du père ou du conjoint ou de la conjointe de la mère pour bénéficier des indemnités journalières au titre du congé parentalité. Donc oui, il y a aussi une déclaration à faire auprès de la CPAM et une déclaration à faire auprès d'EON ou de l'assureur du barreau. Il y a plusieurs questions également sur les barreaux qui ne seraient pas le barreau de Paris. Donc, comme je vous disais, en fait, il y a des barreaux qui relèvent d'un dispositif très particulier et qui ont souscrit quelque chose de similaire auprès d'EON. Alors, pas que sur la maternité, hein, également, vous avez probablement entendu ça sur 15 € par jour en cas d'arrêt de travail supplémentaire à la prise en charge de la CNBF, plus le fait de compenser également les arrêts de travail pendant les 90 premiers jours d'arrêt. Donc, voilà. Et en fait, il y a des barreaux qui relèvent de ce qu'on appelle le régime LPA national, donc la prévoyance des avocats nationale, qui est gérée par la SCB, la Société de courtage des barreaux, et certains barreaux qui ne font pas partie de ce dispositif LPA national, dont le barreau de Paris. Donc, en fait, dans le dispositif LPA national, qui est supposé agréger 95% des barreaux de province, je ne sais pas comment on dit, il y a aussi des disparités. Donc, ça c'est un dispositif qui s'appelle Chance Parentalité et il y a des disparités d'indemnités journalières selon les barreaux, parce que les barreaux peuvent décider en fait optionnellement de compenser plus ou moins les congés parentalité. Donc, la reco pour ça, c'est de contacter votre barreau pour connaître les montants précis de votre barreau pour correctement préparer votre affaire. Parce qu'il faut, ça peut être très significatif, hein, ça peut être de 1 à 3 la prise en charge par votre barreau.
sachant que pour Paris, la prise en charge du barreau, c'est presque la moitié de la prise en charge globale, hein. Donc, c'est des choses significatives. Donc, il faut contacter votre barreau en amont pour connaître le montant précis, parce que barreau par barreau, ça change. On doit déclarer les IJ au titre de l'IR, même si on les rétrocède à notre cabinet. Là, c'est un petit peu ce qu'on disait, en fait. Fiscalement, de toute façon, à l'IR, pour tous ceux qui sont en 2035, vous allez déclarer votre BNC. Par conséquent, dans votre BNC, vous constaterez probablement en produit, donc en chiffre d'affaires, la totalité de votre rétro qui continue à vous être maintenu, plus les IJ que vous percevez de la CAF, plus les IJ que vous percevez du barreau. En revanche, vous allez constater en charge toutes les IJ que vous allez rendre au cabinet, parce que d'une certaine façon, c'est une charge, c'est-à-dire que comptablement, ça va être extourné. Donc, ça veut dire que comptablement, ça reste totalement transparent. Vous percevez plus, mais vous faites plus de charges du fait de les rendre. Donc, en gros, vous ne serez imposé que sur votre rétro classiquement réduite de ces charges. Donc, en fait, il n'y a pas de matraque fiscale du fait de ce tour de passe-passe. Séverine, Oui, non, tout à fait. Puis en fait, en tout état de cause, la rémunération globale reste la même. Donc en fait, c'est logique aussi de déclarer les indemnités journalières, puisque certes, elles sont reversées au cabinet, mais elles sont reversées au cabinet et donc lui diminue d'autant la rétrocession. Donc finalement, il y a une logique globale qui est de déclarer exactement le montant perçu, quoi. Peut-être une question un peu complémentaire. Est-ce que tu as vu différents cas de figure où dans certains cas, le cabinet ne verse directement que le différentiel versus le cabinet verse tout et puis après demande à ce qu'on lui rende comment... Oui, tout à fait. Il y a effectivement plusieurs cas de figure. Le cabinet, soit le cabinet verse la totalité et ensuite fait une facture au collaborateur ou à la collaboratrice concernée qui va régler la facture au cabinet. Et du coup, c'est bien distinct. Soit ce qui est en tout cas au sein du barreau de Paris préconisé. D'ailleurs, je crois que la question a été posée, je l'ai vu passer. Donc, le collaborateur ou la collaboratrice continue à faire des factures au cabinet. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est parce que ce n'est pas une facturation pour une activité, c'est une facturation pour une suspension de contrat avec maintien de la rétrocession. Donc, ça, je le précise, hein, il n'y a pas de problème pour continuer à faire des factures au cabinet et qui doivent être réglées comme habituellement. Et donc, à partir du jour où le collaborateur ou la collaboratrice perçoit les indemnités journalières, à la fin du mois, il prend son montant hors taxe de sa rétro, il déduit le montant des indemnités journalières perçues, puis ça donne un montant hors taxe sur lequel il calcule sa TVA. Voilà. Ça, c'est la pratique qui est la plus pratique, la plus simple à mettre en place. Et comptablement, effectivement, vous n'avez pas dans ces cas-là un gros montant qui rentre et un montant qui sort, puisque tout ça est compensé sur la même facture. Donc, vous n'enregistrez qu'une facture nette. J'imagine qu'il y a peut-être dans certains cabinets un maintien de rétro et après une facture qui est faite presque dans l'autre sens, en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il y a un maintien de rétro, on prend le congé maternité pendant 4 mois. Et à l'issue souvent, comme il y a un décalage quand même, souvent de 30 jours entre le versement des indemnités journalières et le début du congé, à la fin, certains cabinets, ils ne s'embêtent pas. Ils disent à la fin du congé, combien tu as perçu, voilà, tu me reverses ça, moi je te fais une facture. Ouais, ça c'est fréquent aussi. Une question aussi, Séverine, qui nous est posée sur d'éventuelles conditions de durée d'exercice au sein d'un cabinet pour bénéficier de ces dispositifs de maintien de rétro. Il n'y en a pas. En cabinet, en tout cas, pour bénéficier de la réglementation applicable aux collaborateurs, collaboratrices, il n'y a pas de conditions du tout. C'est même pendant la période d'essai, en fait. Voilà. C'est à partir du premier jour de collaboration. En revanche, effectivement, je crois que je ne l'avais pas précisé, il y a une condition d'affiliation pour bénéficier des indemnités journalières de la CPAM, de l'assurance maladie, qui est de 10 mois. Alors, c'est un sujet en début de collaboration, puisqu'il peut arriver qu'on n'ait pas les 10 mois, auquel cas, je ne sais pas, je pense que c'est un peu similaire dans tous les barreaux, en tout cas à Paris. Il y a des discussions qui sont en cours pour voir si on était salarié avant, ce qui est parfois le cas. Ça peut se cumuler, les 10 mois peuvent se mettre à cheval sur les deux statuts. Mais donc, il peut y avoir ce sujet en début de collaboration. En revanche, sur le maintien de la rétrocession, il n'y a pas de sujet. C'est dès le premier jour.
Qu'est-ce qui est... Attends, vas-y, remonte. Remonte. Y a-t-il lieu de prévenir la mutuelle complémentaire, loi Madelin, à laquelle on a souscrit? Donc, effectivement, alors après, en plus de ces dispositions d'encadrement de votre maintien de revenus, vous avez potentiellement, je vous recommande très, très fortement d'avoir 2 contrats complémentaires que vous avez souscrits à titre personnel, que sont une mutuelle et une prévoyance. Donc, la mutuelle, ça vise à couvrir vos frais médicaux, et la prévoyance à couvrir votre revenu en cas de gros problèmes de santé, non pas pour ce qui est de payer les frais médicaux, mais pour ce qui est de maintenir votre revenu. Donc, si vous avez un arrêt très long, si vous êtes invalide, si vous ne pouvez plus travailler pour X ou Y raison, ou si vous mourrez. Donc, effectivement, ces 2 contrats sont des contrats un peu connexes aux problématiques de maternité ou de parentalité. Donc, la mutuelle, idéalement, il faut que vous prévoyiez un petit peu votre coût quand vous prévoyez de faire un enfant, parce que c'est important d'avoir une mutuelle qui couvre très bien à la fois l'accouchement, mais pas que tous les frais médicaux qu'il peut y avoir en amont pendant la grossesse. Donc là, idéalement, vous vous rapprochez de votre courtier préféré et puis vous adaptez votre mutuelle en amont. Vous pouvez le faire à tout moment et vous le faites un tout petit peu avant, parce qu'il y a des mutuelles qui peuvent être chatouilleuses sur le fait que le fait générateur, qui est le fait de tomber enceinte, puisse être en fait antérieur au fait d'avoir souscrit. Enfin voilà, donc là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de risque de délai d'attente. Donc, vous mettez en place votre mutuelle, et la prévoyance également. La bonne pratique, c'est quand même de vous assurer que vous avez un contrat qui vous couvre bien. Si par extraordinaire, vous deviez vous arrêter de façon longue, et là, il faut s'assurer en fait que vous n'allez pas vous retrouver avec des risques de revenus trop importants. Donc, c'est 2 contrats connexes que vous avez en tant que collaborateur. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous sont collaborateurs là, autour de cette table, mais c'est vraiment la prévoyance, c'est vraiment un contrat qui est très peu cher, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont d'ores et déjà prises en charge par le cabinet, et donc il n'est pas nécessaire de surassurer tout ça. Donc, vous n'allez assurer que certains risques un peu lourds, et puis ça va vous coûter 3 fois rien, et en plus, vous passez ça en charge. Et la mutuelle, en revanche, assurez-vous que vous avez une très bonne mutuelle avant de mener à bien le projet de faire un enfant. Encore une question, peut-être, tu disais, Marie, qu'est-ce qu'on n'aurait pas la durée d'affiliation à la CPAM doit être calculée au niveau national ou régional, c'est-à-dire quid en cas de déménagement ou de transfert de CPAM? Non, c'est la durée depuis le début de l'affiliation. Le déménagement n'a aucun impact sur le calcul. D'accord. La protection après le retour au cabinet est-elle identique, quel que soit le nombre de naissances? Oui, tout à fait. C'est 8 semaines à compter du retour au cabinet, quel que soit le nombre de naissances. C'est ce que disait Antoine, le nombre de naissances va avoir un impact sur la durée du congé, mais pas sur les mécanismes de protection autour. Voilà, donc la protection, elle commence à compter du jour du retour, quel que soit le nombre de naissances et quelle que soit donc la durée du congé précédant la protection. La dernière question que je vous propose de prendre, peut-on s'arrêter 1 mois avant la naissance présumée et prendre le reste après? Donc, en fait, c'est sur la répartition, quel est le niveau de souplesse entre prénatal et postnatal, si je comprends bien. Alors, on est sur, normalement, en contrat de collaboration ou non, un délai maximum de 6 semaines en prénatal, donc un peu plus d'1 mois. Ce délai peut être reporté à 3 semaines minimum, donc entre 6 et 3 semaines, sur avis médical. Donc oui, c'est possible de s'arrêter 1 mois, donc quoi, ça ferait 4 semaines à peu près, donc 2 semaines de moins que le maximum, sous réserve d'avoir un avis, un certificat médical qui atteste que vous êtes en mesure de continuer. Et donc, ces 2 semaines-là, si vous ne les prenez pas avant, elles seront reportées après, en congé postnatal. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez faire glisser ça de 3 semaines. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vais laisser Séverine conclure juste après. Moi, j'en profite pour vous remercier beaucoup pour votre présence nombreuse.
Effectivement, on va vous… Alors, d'abord, moi, je me tiens aussi à votre disposition s'il y a des questions auxquelles malheureusement on n'a pas répondu, puisqu'il y en avait beaucoup. Vous retrouverez, donc on vous postera un petit peu le replay, la présentation de tout ça, donc vous aurez ça dans vos affaires, sur LinkedIn également. Et puis, si vous souhaitez, pour ceux qui ont le projet de ça, réfléchir à vos problématiques de mutuelle ou de prévoyance complémentaire qui pourraient être des dispositifs, voilà, on est à votre disposition, c'est notre métier. Merci infiniment et Séverine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Antoine. Oui, merci beaucoup à tous les participants et les participantes. Donc, effectivement, c'est promis qu'il faut contacter sur les questions de protection sociale. Et puis, à l'UGA, il y a un service qui s'appelle SOS Collaborateurs, donc qui répond très rapidement aux questions qui sont posées par les collaborateurs et collaboratrices. Et que je vous invite à contacter sans hésiter si vous avez des questions à ce sujet. Voilà. J'ajoute que effectivement, les ordres, parfois, je sais qu'on hésite un petit peu à les informer, mais ça peut être pas mal, à les contacter plutôt, mais ça peut être bien de poser des questions. Hein. La plupart du temps, ils sont très réactifs aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.